Bonjour, je vais vous parler de l'anglais, un peu de linguistique, ça ne fera pas de mal. Prenons deux adjectifs anglais, glorious and victorious. Si on fait une comparaison comme ça, toute simple avec le français, on aura glorieux et victorieux. Maintenant, prenons les noms. Glory and victory. En français, nous avons la gloire et la victoire. Je crois que si vous avez deviné ma pensée, vous aurez compris immédiatement que glory et victory dérivent des adjectifs français, glorieux et victorieux. Et qu'il serait dérisoire d'y voir le génie de l'anglais dans cette forme glory et victory comme si c'était une forme particulière à l'anglais, comme quand le français, par exemple, remplace Leonardo par Léonard, etc. Non, là, il s'agit simplement d'une erreur, ce que j'appelle l'épistémologie populaire, c'est-à-dire que c'est une erreur qui est commise par des gens qui, visiblement, n'ont pas un accès en profondeur avec la langue française. Donc, c'est la question d'ailleurs, qui forge ces mots, hein? C'est ça la question. Qui forge ces mots qui sont des barbarismes, en fait. Quand on fait du thème latin, on parle de barbarisme. Quand on propose un mot latin qui n'existe pas. Donc, glory et victory, ce sont des barbarismes par rapport à la langue française, mais tous les barbarismes ont leur explication, qui sont dérivés des adjectifs, en disant, puisqu'on dit glorious, ça veut dire que le nom dont dérive l'adjectif, c'est glory. Si on dit victorious, c'est que le nom dont dérive l'adjectif, c'est victory. Voilà le genre de raisonnement qui est fait par une population, je dirais, de classe moyenne, qui n'est ni complètement illettrée, ni complètement savante, qui serait propre de la langue anglaise. De même que, par exemple, quand on dit secretary, un secrétaire, visiblement, comment est-on passé du français secrétaire à l'anglais secretary? Probablement par la forme substantivale secrétariat. Le secrétariat donne donc secretary. Et là, on comprend mieux la forme en RY, qui d'ailleurs n'existe presque pas en français, et qui n'existe que lorsqu'on coupe un mot en deux, c'est-à-dire quand on le découpe. De même que par exemple, active. On pourrait dire, tiens, actif donne en anglais active, parce que l'anglais préfère préfère je sais pas quoi, préfère le féminin. Non, c'est qu'il y a l'adverbe actively, qui en français est formé à partir de la forme féminine, si on peut dire, du nom, comme passively, et donc à partir de ces adverbes, on forme l'adjectif active et passive, ou toute autre forme exacte. Donc, il y a un processus comme ça de fabrication de l'anglais qui ne consiste pas à se décaler par rapport au français, non, qui ne projette pas non plus un schéma anglais sur le français, mais qui est uniquement lié à l'erreur. L'erreur d'analyse, l'erreur d'analyse morphologique ou phonologique, etc. Il y a des erreurs qui sont commises, et l'anglais est bâti sur des erreurs d'interprétation, d'analyse, ce qui est d'ailleurs propre à toute forme de mimétisme. On pourrait comme ça multiplier les exemples de ce genre de dérive dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on fait dériver un mot d'un autre, mais en même temps, on dérive par rapport au français. C'est-à-dire qu'on est à côté du, on est décalé par rapport au français, sans le vouloir véritablement. C'est pour ça que l'anglais est très intéressant à ce niveau-là. De la même façon que l'anglais, comme je l'ai dit, je crois, ailleurs, est une langue hybride, bien évidemment, mais une langue symbiotique, en fin de compte. Symbiotique. Donc ça nous apprend des choses sur la symbiose. Comment
deux langues qui se croisent, l'une dominant l'autre pour des raisons historiques, pour des raisons militaires, comment elles se perpétuent dans leur diversité, et en même temps comment elles sont dans une sorte d'unité factice, où il y a toujours deux pôles possibles, tout comme dans notre humanité, il y a toujours le masculin et le féminin qui ressortent. Je rappelle la formule de Walter Scott dans Ivanhoe, n'est-ce pas, pork sur la table, pig dans le pré, beef sur la table, ox dans le pré, etc. Bon. Mais ça c'est un peu schématique. Mais il y a cette dualité, et ce qui me paraît intéressant sur le plan heuristique, c'est que ce sont ces emprunts, mais aussi cette dualité qui nous fournit un modèle de la symbiose, une genèse de la symbiose. Et donc, paradoxalement, travailler sur le rapport entre le français et l'anglais, au sein même de la langue anglaise, ça nous renvoie à la symbiose concernant une affaire beaucoup plus importante, qui est celle de cette symbiose entre deux humanités, celle de l'homme des cavernes, c'est-à-dire le mythe de la caverne, qui est à l'intérieur des cavernes, et une autre humanité qui est plus évoluée en quelque sorte, en tout cas plus puissante, qui va asservir l'autre, et qui est à l'origine du monde masculin, alors que la première humanité est à l'origine du monde féminin. Et cette dualité, elle est très proche de la dualité entre le monde français et le monde anglais, le monde normand et le monde anglais, anglo-saxon au XIe siècle, et par la suite, cette dualité, elle se perpétue jusqu'à nos jours, et il y a constamment une sorte d'équilibre qui se fait entre le masculin et le féminin, le vainqueur et le vaincu, etc., etc.